Le monde semble sombre quand on a les yeux fermés. C'est un proverbe indien. Alors, chers auditeurs, ce soir, ouvrons les yeux. Et en tout cas, ce mois-ci, nous abordons un sujet particulier, avec un livre particulier et une auteure particulière, représentant une asso, elle aussi particulière. Oh, 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 mais que de mystères, me direz-vous? Eh bien oui, justement, des mystères, car la conscience ainsi que le suicide sont bien des sujets mystérieux. Et quand il y a apporté une réponse, alors là, on a du boulot. Hein. Mais voilà, ce sujet épineux est, autrement qu'à travers ses aspects techniques et juridiques, empreint de bonté, d'amour, de compassion et bien entendu de l'altruisme. Car comprendre est une chose, guérir en est une autre. Ce que réussit l'auteur à travers ce livre en nous donnant, sinon des solutions, au moins des pistes. Nous allons voyager dans la conscience, si elle existe, on verra ça tout à l'heure, et voir quelle relation ou interdiction elle peut avoir avec le geste même du suicide. Et donc, cet invité du mois sur REM, dans votre magazine littéraire Entre deux lignes, on invite ce soir le livre « Vivre », point d'interrogation, sous-titré d'une enquête sur la conscience et une culture de prévention du suicide, et son auteur, disais-je, Madame Isabelle Tintinger, que je ne me trompe pas. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Eric. Et dites-moi, vous êtes venu accompagné alors d'un expert, manifestement, monsieur Didier Gatuin. Ah, Didier Gatuin qui vient de loin, hein? Je viens du Pays Basque, d'Anglette. Oh, vous deviez faire un sacré métier, avoir votre mimique là. Oui, un beau métier, Bon métier, bon, très bien. Alors bien sûr, Isabelle, bon, on commence à rire, c'est déjà pas si mal quand même. Nous allons jouer la petite souris ce soir. Une petite curieuse, mais avant, la tradition oblige, c'est toujours la tradition. Expliquez-nous cette première de couverture et son titre. J'imagine, hein, la fleur, la bougie qui fane, etc., etc. La vie, l'amour. Expliquez-nous cette première de couverture, d'où elle vient, qui l'a fait, etc., etc. Avec grand plaisir, Eric. D'abord, dans un premier temps, j'aimerais remercier la radio REM de nous inviter, donc toi, Eric, Romain, Thibault, de faire de la place à notre projet associatif. Donc merci pour ça. Pour répondre à ta question, la première de couverture, le titre Vivre, c'est une question. Donc il y a plusieurs sens en fait à cette question. Elle peut surprendre, elle peut questionner. C'est une question que je me pose moi depuis l'enfance. Quel est le sens de la vie ? Ça peut être une question aussi que se posent les personnes qui sont en souffrance psychologique. Quel est le sens? Quel est le but? À quoi bon tout ça? Ensuite, au niveau de la photo, je ne peux pas te répondre parce que c'est l'éditeur qui l'a choisi. Il ne m'a pas demandé mon avis. Le coquin. Exactement. Et s'il m'avait demandé mon avis, je lui aurais dit surtout, Jean-Michel, laisse la page blanche parce que voilà, je voyais bien une page blanche. Il a jugé utile de mettre une bougie. Avec le recul, je me dis, ça peut représenter cette petite lumière quelquefois qui peut guider dans certains moments. Et puis, ça peut représenter ces soirées que j'ai passées à étudier, à essayer de comprendre, à la lumière, pas de la bougie, mais quelquefois bien tard la nuit. Oui, j'avais imaginé, les livres sur le côté de la connaissance, la fleur qui fane, opposée à la lumière de la vie, etc. On peut toujours imaginer plein de choses, mais ça symbolise quand même, parce qu'en fait, vivre, quand même, comme c'est quand même l'exact opposé du livre, en fait, puisque dans cet ouvrage, entre l'enquête, c'est une enquête et puis une intense, mais alors ça doit être très intense, réflexion d'ailleurs. Pourquoi l'avoir fait maintenant, ce livre, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est trop tard ou pas trop tard, pourquoi l'avoir fait maintenant, en 2024, ou 2023, pardon? Oui, alors en fait, j'ai commencé à écrire bien avant, et ce livre, en fait, c'est le 4e déjà d'ouvrages sur lesquels j'ai travaillé, qui m'ont, donc un premier ouvrage que j'ai commencé à écrire en 2010, qui était là une enquête, simplement une enquête policière, et en écrivant cette enquête, je me suis beaucoup documentée sur la conscience et toutes les recherches en neurosciences qu'il y avait sur ce domaine, et comme depuis l'enfance, je suis très intéressée par la mort, par qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et j'explique pourquoi dans cet ouvrage, parce que quand j'étais enfant, j'ai assisté aux funérailles
bébé, qui était le frère d'une amie, moi, de primaire. Et je me rappelle de ses funérailles où son petit cercueil était tout blanc et tous les adultes autour avaient l'air d'invoquer les anges, de dire qu'il était avec les anges, il y avait des anges partout. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est ces anges-là qui accueillent, alors que la maman est effondrée, que tout le monde était consterné, sidéré. Et je me dis, mais à quoi croient ces adultes, du haut de mes 7 ans? Et j'ai eu de cesse d'essayer de comprendre, en fait, ce qu'il y avait derrière. Voilà. Ça vient de très loin, alors, ça vient de très loin. C'est vrai que c'est pas si facile, quoi. Déjà à appréhender, et puis à accepter, et après à oublier. On ne peut pas oublier ce genre d'événement. Et donc, manifestement, ça t'a marqué durablement. Vraiment durablement. Et est-ce que dans les précédents ouvrages, productions, on retrouve ce dilemme de l'enfant devant le cercueil, de ce questionnement de l'adolescence ou de la jeunesse plutôt? Oui, complètement. Alors le premier que j'ai écrit, donc je n'étais pas partie pour écrire une trilogie, le premier que j'ai écrit c'était une enquête policière, et évidemment on met toujours, je pense, un petit peu de soi dans chaque ouvrage, donc c'était un peu une façon de me retrouver et d'écrire sur moi, d'essayer de comprendre des choses. Et puis au fur et à mesure, j'ai glissé sur les expériences de mort imminente, sur tous ces phénomènes-là qui sont étudiés par la science, pour lesquels on n'a pas de réponse catégorique encore. Mais moi, ça m'a interrogée. Et voilà. Et donc là aussi, il est encore question de cette ambivalence naissance-mort. Bien sûr. Parce qu'on oppose la mort à la vie, mais c'est plutôt à la naissance qu'il faut l'opposer. La vie, pour moi, est quelque chose qui n'a pas d'antonyme, en fait. D'accord. Parlez-vous, heureusement d'ailleurs, il faut préciser pour nos auditeurs quand même que c'est l'éditeur JM Édition, mais en haut, on parle toujours de sous-titré, mais on pourrait dire surtitré, RD Supréniro. RD Supréniro, c'est une association, mais je vous laisse nous dire quelle est cette association et quel est son but surtout. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, hein. C'est que vous l'avez écrit, mais on va le dire après. Dites-nous plutôt ce qu'est cette association. Oui, alors en fait, toujours pour faire référence donc, à ces 3 premiers ouvrages que j'ai écrits, à la fin de l'écriture du 3e, je fais dire à l'héroïne en fait, qu'elle va, en fonction de tout ce qu'elle a appris et de tout ce qu'elle a cru comprendre, elle va se vouer maintenant son activité à faire en sorte que les personnes fassent le choix de vivre. Voilà. Et l'idée est venue là de transposer cette fiction dans la réalité, parce que en même temps que je faisais cette enquête sur la conscience, où j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'incertitudes sur ce passage-là de la mort qu'on ne sait pas définir exactement encore. C'est encore un moment sur lequel il n'y a pas de consensus scientifique. Il n'y a pas de consensus scientifique non plus sur la conscience. Je me suis dit, mais c'est quand même dommage à cette époque, en 2024, en 2020-2024 maintenant, de croire encore que la conscience, en tout cas la souffrance psychique, pourrait s'arrêter à la mort du corps biologique. Et ça, c'est une grande question à laquelle on n'a pas de réponse scientifique définitive. Bien sûr. Donc de là, l'idée est arrivée assez simplement de me dire, mais les personnes qui font ce choix de mourir, justement pour faire cesser une souffrance psychique, hein, la souffrance physique, c'est autre chose, c'est peut-être un pari dangereux. Et voilà, donc de là, cette idée de créer une association qui est à la fois une association qui va servir à informer le public, à éduquer le public et à poser des réflexions sur la conscience. Cette association se positionne en amont des idées suicidaires. Donc il y a déjà beaucoup d'associations qui existent en termes de prévention du suicide et de post-vention. Mais sur le niveau de l'éducation, ça n'existe pas encore. Voilà. Et alors, c'est d'autant plus drôle, c'est même très, comme quoi les circonstances. On est en plein débat, justement, à l'Assemblée nationale, etc., au Sénat. Enfin, ça vient d'être voté quand même. Mais ça va s'amplifier sur la fin de vie, etc., qui doit en faire partie, puisqu'avant de vouloir partir, il faut prendre cette décision. Et des fois, elle est volontaire, des fois, elle ne l'est pas. Si on a une maladie incurable, on peut le comprendre. Là, ce n'est pas nécessairement le cas, d'ailleurs. C'est parfois, oui, c'est vrai, mais parfois c'est sur un coup de tête, etc. D'où il faut être prudent, encadré, etc. Et c'est drôle qu'à ce moment-là, je sois tombé sur ce livre qui, justement, qui parle avant tout
avant tout, de mettre l'accent sur la prévention. Il vaut mieux guérir que soigner que guérir quand même. Oui. Enfin, je veux dire, et ça m'a bien plu. C'est le genre de sujet. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu cherché, donc... Supreniro, donc l'espéranto, hein, c'est ça, l'espéranto, la remontada, etc. Quoi. Oui, Hein, alors c'est ça, hein. oui, c'est ça, Ouais, exactement. voilà. C'est un langage européen universel et voilà. Voilà, voilà. Ouais. Une invitation. Moi, j'ai une invitation universelle à reprendre sa vie en main. Oui, on peut dire Alors, ça. la reprendre en main, beaucoup de personnes qui passent à l'acte ont déjà fait d'énormes tentatives de reprendre leur vie en main. Ça peut être se décider quelquefois. C'est toujours très compliqué. Je parlerai plutôt de prise de conscience, d'être sûr que le geste va aboutir à ce que l'on veut atteindre, c'est-à-dire la paix et le soulagement. D'accord. Parce que là, j'y ai vu... mais alors, en gros, hein, un vrai flash, comme un message, un genre de message d'espoir. Je te le dis, toi qui va commettre un acte définitif, hein, on va pas voilà, de tête penser mieux qu'une, t'as la tienne. Moi, je peux peut-être t'aider à prendre conscience de ce que tu vas faire. Je peux éviter que tu le fasses parce que il y a plein de raisons pour le faire, et puis il y a aussi certainement, j'imagine, plein de raisons pour ne pas le faire. Et ne pas le faire, c'est vivre. Et vivre, c'est quand même une des plus belles choses de la vie. J'imagine que dans ce contexte, l'association prend tout son espace, sa raison d'être, en quelque sorte. Exactement. Et intervenir en prévention du suicide, c'est intervenir dès le départ, pour nous, dès l'enfance, justement avant que ces premières idées suicidaires soient créées dans l'esprit, en apprenant aux personnes les bases du respect de soi, de la protection de soi-même et de la protection des autres. Pour nous, à Supreniro, l'idée, c'est de rendre cette prévention culturelle et citoyenne, que ce ne soit pas uniquement réservé aux professionnels de la santé mentale, que chacun dans les familles, dans les entreprises, soit capable d'intervenir. Avoir les bons réflexes, etc. Avoir les bons réflexes, de détecter, parce qu'il y a toujours des signes avant-coureurs, de pouvoir les isoler, les détecter. Et voilà, à l'heure actuelle, c'est encore laissé aux professionnels de la santé. Et bien souvent, les personnes ne s'en mêlent pas. C'est vrai. Quand on croise quelqu'un, je vais pas bien, et va voir un tel. Voilà. Mais... C'est vrai. Après, dans le livre, c'est quand même très bien noté, très bien rendu. On comprend très bien ce que tu voulais. Il n'y a pas de souci. Et il y a aussi une autre chose, parmi plein d'autres, qui m'a vraiment parlé, c'est qu'il y a une annonce en fin de livre. Une belle annonce en fin de livre, et j'aimerais que tu nous expliques pourquoi vous faites ça. Tout à fait à la fin, je l'ai noté, je ne sais plus où d'ailleurs. C'est une association et sur une enquête nationale. On trouve ça, je ne dis pas rarement, je crois que c'est la première fois, alors c'est peut-être plus que rarement, tout à fait à la fin, enquête nationale dans le cadre de son projet pédagogique en faveur du développement d'une culture de prévention, ce que tu viens de nous dire. L'association RD Supreniro recueille des données, temps, minutes, etc. Ce questionnaire s'adresse aux personnes qui ont traversé un épisode de pensée suicidaire et aux personnes qui ont fait une tentative également. Parce qu'il y a entre faire et y penser et le faire, ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, pour participer, etc., l'analyse des données. On trouve rarement ce genre d'annonce dans la littérature, dans un livre. En général, on remercie l'éditeur et le voisin, la lanière, mais rarement ça. Pourquoi vous l'avez fait ça? C'était nécessaire pour vous? Il fallait pour la vulgarisation, etc. Alors ça, c'est une enquête qui va permettre, avec ce recueil de données, d'établir, de corréler les croyances des personnes avec les tentatives. Toujours dans notre projet pédagogique, notre troisième axe, c'est d'apporter des réflexions sur la conscience et de faire réfléchir les personnes sur la probabilité que cette conscience ne s'éteigne pas avec l'accord du corps biologique. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est de savoir si toutes ces personnes qui passent à l'acte savent, croient que la conscience s'arrête, que la souffrance va s'arrêter ou pas. Alors il y a des études, moi je ne suis pas la première à faire ça, il y a beaucoup d'études qui ont été faites par des neuroscientifiques sur le sujet, et a priori il semblerait que les personnes qui pensent qui croient que la conscience ne t'arrête pas sont moins susceptibles de faire des passages à l'acte. Ah, comme c'est drôle. Ah oui, comme c'est drôle ça. On a un invité, puisque tu es venu avec quelqu'un. J'aurais bien aimé avoir son avis.
Monsieur l'invité, hein, on va dire, c'est bien, hein, monsieur l'invité, ça, beau, ça fait classe quand même. Hein. Vous avez vu le, on va dire tu. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu as lu le livre donc? Bien sûr, évidemment, oui, plusieurs fois, tu le connais par cœur. Quel est ton sentiment premier là, sans réfléchir comme ça là? Quand tu l'ouvres, qu'est-ce qui t'inspire ce livre? Ben, disons que comme je suis, j'y ai participé avec Isabelle et surtout avec ma femme, Guylaine, donc je suis entièrement dans le livre aussi par rapport à ma femme, quoi. Impliqué. Impliqué complètement. Et tu t'y retrouves là? Ah, complètement, oui. Sur la conscience, sur l'acte, la prévention de l'acte. Oui, tout à fait, je m'y retrouve, mais je veux dire l'acte, puisqu'elle avait fait déjà une tentative de suicide 2-3 ans avant. Bon, ça en était sorti. Elle disait c'est fini, je recommencerai plus, je fais une connerie. Oui, bien sûr. Et donc elle a fait une autre qui a été voilà finale quoi, si on peut dire. Et donc c'est difficile parce que d'un côté elle avait une conscience de fin, de l'autre côté elle était très ouverte justement pour elle la conscience continuait aussi. D'accord. Donc voilà, donc elle se disait quelque part, je finis avec ce monde-là, et puis l'autre côté, ça va être merveilleux aussi. C'était sa façon de voir, tout en ayant une ouverture quand même, justement, sur pensant qu'à la suite, c'était pas fini, par contre. Hein. Bien sûr. Et vous, donc, est-ce que tu as changé d'avis après, une fois que c'était terminé quoi, enfin, non, mais on est toujours resté en contact, de toutes les façons. Bon, je ne veux pas trop développer, mais... Non, au point de l'idée, je parlais. Oui, voilà, donc... personnel, c'est personnel, ça ne va pas. Tout à fait, donc... C'était une relation tellement forte que la relation elle continue toujours malgré son départ. Bien sûr. Et voilà, mais elle était dans une telle souffrance, enfin, je sais pas, on y reviendra peut-être, elle était bipolaire, quoi, mais bipolaire assez fortement, si on peut dire. Et c'était une souffrance vraiment très très forte. Souffrance mentale très très forte. D'accord. Très forte. Et quand je lui disais, je suis là, moi, je suis là, je sais que tu es là, tu fais tout ce que tu peux pour moi, mais elle disait, ça suffit pas. Donc c'était vraiment, c'était quelque chose de... Mais on a la chance alors ce soir d'avoir à la fois un auteur et un témoignage vécu, puisque là c'est plus un roman, on n'est plus dans le roman ni dans les illusions. Là on a un témoignage réel, quoi. Et j'imagine, Isabelle, que au fil de vos différents écrits, publications, etc., vous avez dû être confronté à la réalité aussi des choses sur le terrain, à des cas comme celui de Christian, non, Didier, attends, je vais le marquer quand même, des cas de Didier, il doit y en avoir pas mal d'autres quand même. Et qu'est-ce que ça vous a inspiré pour les futurs écrits? J'imagine que par exemple, si vous aviez été confronté à partir du deuxième tome à un autre cas comme ça, est-ce que ça aurait fait évoluer votre état d'esprit ou votre mentalité, vos connaissances également, ou non? Alors, par rapport au témoignage de Didier, ça c'est un cas très spécifique et c'est pas le témoignage d'une tentative de suicide qui m'a amené à fonder cette association. Ce qui m'a amené à fonder cette association, c'est mon propre parcours à moi, depuis l'enfance en fait, avec des questions, un questionnement et des réponses que je trouve et des réponses qui ne sont jamais définitives. Voilà. Mais ça a corroboré quand même les différents témoignages que vous avez vécus après, à ce que vous avez vécu vous-même, en fait. Alors, ce qui s'est passé... Alors, voilà. Alors, je ne sais pas si on peut aller sur ce secteur-là, mais c'est quand même quelque chose que l'on a vécu, Didier et moi. C'est-à-dire que par rapport au témoignage de Guylaine, il faut savoir que Guylaine s'est manifestée après son décès et que j'ai reçu des messages de Guylaine. D'accord. Alors, ce qui est troublant... C'est flippant, hein. Non, c'est très beau, justement. Oui, parce sûrement, que, justement, c'est très beau, et c'est là que... Voilà, alors, avec toutes les réserves et la prudence qui va avec, lorsque... moi, Guylaine, je ne l'ai pas connue. J'ai connu Didier, moi, en 2010-2011. Donc, dans une association qui s'occupe des personnes en deuil, parce que toujours pareil, moi je suis très intéressée par ce domaine-là, la mort, etc. Donc c'est un sujet qui me passionne. Et j'ai rencontré Didier dans cette association.
Et il y a eu la période Covid, là, 2019, etc. Donc on était un petit peu confinés. Et en 2020, l'idée m'a traversé la tête de revenir faire un tour en tant que public dans cette association pour revoir un ami qui est très cher, qui est Bernard, que je salue s'il entend cette interview. Pour le saluer et puis aussi pour faire coucou à Didier. Et à ce moment-là, Didier, on ne s'était pas vu depuis longtemps, qu'est-ce que tu deviens, etc. Et je lui dis, écoute, j'écris un livre parce que justement mon éditeur à qui j'avais proposé la trilogie m'a dit, il faudrait que tu écrives un 4e, quelque chose de plus factuel, etc. Et donc j'en parle à Didier, je lui dis, ce sera un livre sur le suicide, etc. Et là, il me dit, comme ma femme. Je dis, quoi, comme ta femme? Et là, l'histoire. Voilà. Donc Didier, je cherche des témoignages. Donc tu vas, s'il te plaît, répondre à ces questions. Et donc Didier m'a reçu chez lui. Et ça a duré 5 heures. Et pendant 5 heures, on était 3. Il y avait Didier, moi, et il y avait d'autres messages qui passaient. Et ce qui est intéressant, parce qu'il faut savoir quand même que je suis quelqu'un de très pragmatique, quelqu'un de qui a les pieds sur terre. Très curieux. Pardon. Voilà. Mais ce qui était très intéressant, et c'est pour ça que je me permets de le dire, c'est que cette personne que je ne connaissais pas m'a envoyé des informations. Ah, c'est drôle ça. Et Didier était en face de moi et me les validait au fur et à mesure. C'est un drôle truc ça. Ouais. Alors, il faut savoir que ces perceptions sont assez courantes. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des situations un peu extraordinaires. Ça peut être on appelle ça des vécus subjectifs de contact avec un défunt. Ça peut être des intuitions. Ça peut être des choses comme ça. Et quelquefois, ça laisse. Alors, on le balaye d'un revers de main parce qu'on se dit, c'est ma tête qui va pas bien. Et puis, c'est quand même très, très étudié. Ah, mais sûrement. C'est-à-dire, moi, je ne savais pas, mais il est vrai que quand on ne met pas un mot dessus ou un nom dessus, on l'ignore, quoi. On l'ignore, pas vu, pas pris, quoi. Ça n'existe pas. En réalité, on fait fausse route totalement, alors. Je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'il y a des questions qu'on peut se poser. Et ce qui est important de savoir, c'est que ceux qui ont eu à vivre ce genre d'expérience peuvent se sentir un peu démunis, déstabilisés. Et c'est important de pouvoir dire que c'est assez fréquent. Ah, mais ça, c'est première plutôt nouvelle. Fréquent, Vous avez bien fait de venir. Au moins, j'apprends des choses, ça c'est bien. Ouais. Ah oui, très bien. Eh bien, justement, puisqu'on apprend des choses, j'imagine qu'une fois... j'imagine pas, c'est la réalité. Une fois le livre terminé, on a pris conscience quand même qu'il y a une sacrée somme de travail dans le livre. Même s'il n'est pas très épais d'ailleurs, même pas épais du tout. C'est un vrai condensé de renseignements. Et j'imagine qu'il a dû falloir des heures et des heures et des heures de travail, puis de recherche, beaucoup de recherche, puisqu'il y a beaucoup de renvois, parce que c'est très, très carré. Il n'y a rien inventé là-dedans, c'est vraiment de la recherche. N'est-ce pas un peu éreintant de faire un bouquin comme ça? Ça vous a pris énormément de temps, j'imagine. Est-ce que vous êtes dans un état d'épuisement ou dans un état de bonheur total quand vous avez fini? Alors, ça a pris exactement pour le rédiger, je dirais 10 ans, puisque quand j'ai commencé à faire des recherches sur la trilogie, en fait, j'ai commencé déjà à chercher des sources scientifiques par rapport à ce que Vous aviez déjà à l'esprit ça? Déjà. Non, je ne l'avais pas à l'esprit, mais c'était important pour moi de construire cette fiction sur des choses concrètes qui étaient étudiées, vérifiées, validées. Et donc, évidemment, ces sources-là, je les avais. Quand mon éditeur m'a demandé d'écrire cet ouvrage-là, j'avais déjà les sources et les ressources. Oui. Donc, éreintant... Alors non, quand on est passionné par un sujet, tout le monde sait qu'on ne compte pas les heures, on ne s'arrête pas et voilà. On ne sort pas, je disais, indemne d'un tel livre, ça c'est sûr. Moi, franchement, je ne connaissais pas du tout ce genre, ce thème. J'ai jamais trop travaillé là-dessus. Ça m'a un petit secoué quand même. En même temps, s'instruire, ça fait pas de mal à personne, donc c'est plutôt bien. Beaucoup de questionnements se sont fait jour à l'issue de ce livre, questions dont on n'avait même pas imaginé la réalité. Ça, j'avoue qu'il y a un moment, j'étais très très surpris, qu'en réalité il y a. Ça c'est indubitable. Alors, Madame l'écrivain, selon vous, en quelques mots, comment en vient-on à prendre la décision radicale,
puisqu'il semblerait qu'elle soit radicale, en tout cas au sens physique. Attention, il ne faut pas qu'on se trompe entre la conscience et le physique, hein. Mais on va y reparler. Prendre la décision radicale de cet acte final, on développera après. Comment on en vient à se dire, bon, maintenant j'en ai marre, clac, j'appuie, je ne sais pas comment on m'empose au nous, je ne sais pas comment on fait. Avec l'expérience que vous avez, les recherches que vous avez faites, comment quelqu'un, homme, femme, dit ce jour-là, pourquoi et comment on en vient à prendre cette décision? Un coup de folie, un acte maîtrisé, une volonté, d'après vous? Enfin, selon vous plutôt, pas d'après vous. Alors, j'émets des réserves, parce que je ne suis pas une scientifique, je ne suis pas psychologue, et effectivement, ces recherches... On croirait, avec le livre, on croirait. Ça ne me donne pas autorité quand même pour parler au nom de la psychiatrie, mais ce qu'il y a de certain, pour répondre à votre question, Eric, c'est que... ce qui est déterminé, c'est qu'il y a plusieurs situations. Il y a des raptus suicidaires, des passages à l'acte spontanés, rapides, qui ne s'expliquent pas, qui peuvent provoquer comme ça un geste fatal. Et puis, il y a des pensées qui se transforment en tentative de suicide. Et ça, c'est un processus très très long. C'est totalement à l'opposé alors, donc c'est pas recherché, c'est mûrement avec le temps, etc. quoi. Alors je risque de choquer, mais ces suicides, ces raptus suicidaires peuvent aussi être le fait de personnes très jeunes. Et il faut savoir qu'en France, entre 5 et 14 ans, il y a 30 enfants chaque année qui mettent fin à leur jour. C'est très jeune quand même. Et j'attire l'attention également sur ces chiffres quand on arrive à déterminer que c'est vraiment une tentative de suicide. Parce que souvent, il y a des accidents, il y a des chutes, il y a des maladresses qui peuvent passer pour justement des maladresses, mais qui n'en sont pas. D'accord. Et voilà. Donc là, on peut parler, là, ça peut être soudain. Donc ça peut être provoqué par un état psychologique douloureux, l'enfant ne supporte pas, etc. Mais oui, exactement. Après, les pensées suicidaires, c'est quelque chose. C'est pour ça que Suprinuro a envie d'intervenir dans l'éducation dès l'âge de 7 ans, où l'enfant commence à comprendre qu'il n'y a pas de réversibilité à la mort, en fait. Pour donner les sources et les ressources pour justement ne pas nourrir ces idées-là quand elles surviennent. Je pense que les chiffres disent qu'il y a 7 personnes sur 10 qui ont eu au moins une fois une pensée suicidaire. Oui, la vie de mettre fin. À quoi bon? Oui, à quoi bon? Je souffre, j'ai mal, voilà. Oui, on se figure effectivement tout le temps, en cas de maladie incurable, tout ça, on veut mettre un terme. Ça, certainement, c'est une chose, mais il y a toutes les autres, peut-être même les plus nombreuses, où il n'y a pas de maladie particulière, mais un état d'esprit de faiblesse, de détresse, etc., et qui amène l'individu ou la personne à dire « Bon, maintenant, j'en ai marre, quoi. » En gros, c'est ça, quoi. Ouais. Ça m'agace, je veux en finir de ce truc. Ou un enfant qui est traumatisé à son école ou dans sa vie professionnelle, il voit pas d'étincelle, personne ne le guide pour l'aider. Je pense que c'est ce que vous voulez parler de gens, il y en a plein qui ne sont pas dans... Alors, ce qui peut protéger du passage à l'acte, en fait, c'est le sens que l'on donne à l'expérience que l'on vit. À partir du moment où on donne un sens à l'expérience que l'on vit, aussi forte que soit la douleur, et là il y a des psychologues qui ont vécu dans les camps de la mort, et comme Frankl, qui reviennent en expliquant que il y a une résilience par rapport à ce qu'ils ont vécu. Tant qu'on trouve un sens, c'est ce que dit Camus aussi, tant qu'on trouve un sens à sa vie, on peut avoir... Oui, effectivement. C'est à partir du moment où il n'y a plus de sens à la douleur physique ou psychique, que là, ça peut s'effondrer. Exactement. Je comprends, c'est l'âme humaine, quoi. C'est l'âme humaine, quoi. L'âme humaine qui est... Alors moi, Eric, je ne parle pas d'âme. Oui, bien sûr. Parce que justement, avec la photo en première page, la bougie, moi je préfère m'éloigner de tout ce qui est connoté, ésotérique, etc. Parce que c'est plutôt d'un point de vue scientifique que je veux l'aborder. La pensée humaine, on va dire alors. Oui, la pensée humaine. Parlons plus d'âme. Aïe. Non. À votre connaissance, y a-t-il d'autres structures telles que la vôtre, dans le même état d'esprit Alors, j'imagine, hein. Oui, il y a en France, alors ça date des années 60, c'est le pasteur Tchadvera qui avait créé la première... En 60 Oui, dans les années 60. C'est pas si vieux, hein. Absolument. Ça fait moins de 70 ans. Je dirais que les gens qui sont nés dans ces années 60 sont encore très jeunes, quoi. Oui, exactement. Oui.
Ouais, on peut s'amuser aussi. Hein. En fait, c'est un pasteur anglican. Il avait organisé les premières funérailles d'une jeune fille de 13 ans qui avait mis fin à ses jours parce qu'elle avait trouvé personne à qui parler. Et à partir de là, il a créé donc les associations d'écoute. Donc ça s'est généralisé en France après avec SOS Amitié, etc. D'accord. Et puis voilà. Et en France maintenant, il y a une 60aine d'associations. Qui écoutent, qui soutiennent, qui accompagnent les personnes. Une 60aine. Oui. C'est pas trop, hein, franchement, sur le nombre qu'on est. Elles sont réunies en union, en fait, ensemble, l'UNPS. Donc c'est eux qui ont en 74, je crois, de mémoire, fondé la Journée nationale de prévention du suicide, qui est fixée au 5 février. Et donc, mais ce sont là des associations qui interviennent après. Souvent les idées suicidaires très fortes, en tout cas la volonté, la verbalisation d'une personne de dire attention, je pourrais passer à l'acte. Voilà. Oui, c'est un peu ce qui fait votre particularité dans cette association. C'est que nous, on intervient avant. Voilà, parce que prévention. Ben oui, bien sûr. On ne naît pas en se disant l'idée c'est de mettre fin à mes jours. Jamais. Oui, mais on n'en parlait pas beaucoup apparemment, puisque c'est quand même le titre du bouquin, hein, une culture de la prévention du suicide. Oui. Je pensais que tout le monde tenait à prévenir le suicide. En fait, ils servent, beaucoup d'assauts servent plutôt à guérir les conséquences du suicide qu'à le prévenir. Alors, ça doit être compliqué en même temps. Oui, après, c'est un fléau, c'est quelque chose qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Il faut agir. Donc, l'État est obligé également de mettre en place des structures et puis d'accompagner ces associations. C'est un recueil de données statistiques aussi. Et donc, il y a beaucoup au niveau épidémiologique de données qui disent de quel département, est-ce que ce sont plus des hommes, des femmes, quelle catégorie socio-professionnelle, etc. Bien sûr. Là, on est sur des choses très statistiques. Moi, je m'intéresse également, en plus de ça, à éduquer la personne, à détecter les signes avant-coureurs chez les autres, à pouvoir être attentif. Voilà. Bien sûr. Eh bien, oui, ça vous intéresse, eh bien, on va voir ça, donc, puisque nous allons jouer. Nous allons faire un petit jeu. Alors, si vous étiez un personnage réel ou fictif, vous seriez lequel ? Dans la littérature ou dans la réalité, d'ailleurs, peu importe. Je serais bien Sisyphe, moi. Ah, d'accord. Ah oui. Oui. Je me suis posé la question. Tout ça. Voilà, je me suis posé toute la question de savoir à quoi ça sert, quoi, voilà. Ouais. Et puis, voilà. D'accord. Et si vous étiez un livre ? Alors, me dites pas vivre, hein. Non. Ça, je sais, hein. Non. Un genre littéraire qui vous passionne ? Alors, moi, je suis passionnée par les thrillers. Oui, c'est pour ça que j'étais partie, je suis partie là-dessus. Hein. Donc John Grisham, je pense que j'ai lu tous les. John, et puis maintenant José Rodriguez dos Santos qui d'accord. Ouais. Donc voilà. On a de plus en plus de bons auteurs de thrillers en France. Oui. Le couvreur ou le harneur, je sais pas comment. Il y en a pas mal qui commencent à devenir très très intéressants au niveau même international. Très très bien. Et si vous étiez une époque? Si j'étais une époque? Oui. Vous aimeriez vivre dans quelle époque? Alors, quand j'étais jeune, je me disais que j'aurais bien aimé vivre à la belle époque. Ouais, au début du 19e siècle. Du 20e siècle, pardon. Nostalgie. Oui, je sais pas, le Charleston, tout ça, c'est quelque chose qui me plaisait bien. Et puis, il y avait un goût de liberté avant la Deuxième Guerre. Sûrement, oui, voilà, sûrement, il y avait quelque chose, et puis la récession. Mais là, maintenant, vous me posez la question, l'époque à laquelle j'ai envie de vivre, c'est la mienne. Hein. C'est celle-là. Moi, je suis de plein pied. Je suis de plein pied là-dedans et elle est passionnante. D'accord, d'accord. Madame aime le temps présent. Parfait. Donc, alors, c'est un peu facile, mais enfin, si vous étiez une science ou un art? Ah, la physique. Ben j'aurais pas parié. Alors là, je peux tout rayer, quoi. Vous pouvez pas réfléchir encore une seconde? Non, à la physique. Physique même? Oui, la physique. Oui, comment comprendre avec les lois du monde. Mon pauvre pipi, t'es à l'ouest. Avec la physique quantique, etc. Oui, c'est passionnant. D'accord. Ouais. Bon, écoutez, on va prendre une petite... Ah, mais non. J'ai loupé tous mes devoirs, excusez-moi, j'ai une dame avec moi. J'imagine que votre entourage et votre famille ont lu le livre, je suppose, même les livres. Oui. Vous ne nous avez pas dit, vous avez des enfants, sans doute, peut-être? Oui, j'ai 2 enfants. Ah oui, comment ils s'appellent? Alors, Johan.
Joanne, ah oui. Joanne et Tanguy. D'accord, alors vu le petit questionnaire, donc j'imagine que Joanne c'est un grand costaud. Tu le connais. Bon, alors, nos auditeurs, bon, non, on se connaît depuis pas mal d'années. Oui, et puis je connais les enfants très très bien même. Voilà. On envoie un grand coucou, un gros bisou à Joanne et Tanguy, hein, évidemment. Exactement. Qui le méritent largement d'ailleurs, de très bons garçons. Oui. Et je leur ai dit cette semaine, vous avez la meilleure des mamans. Bon, j'attends la réponse. Oui. Si vous voulez bien, on va prendre une petite pause musicale et puis on se retrouve pour parler précisément du livre. Avec Monsieur plaisir. l'invité, Didier, on est bon? C'est parfait. Parfait. À tout de suite. Alors, nous revoilà avec notre invité du mois, pardon, Madame Isabelle Tintinger et son livre Vivre, sous-titré d'une enquête sur la conscience et une culture de prévention du suicide. Donc ce livre, eh bien, édition JMG Édition, 17 € pour 136 pages de lecture. Pardon, oui, autant pour moi. J'en profite, puisque tu le présentes de cette façon-là, pour dire que les droits d'auteur sont versés... J'allais le faire. Ah, pardon. Eh ben, pardon. J'allais le faire, c'était tout à fait à la fin. D'accord. Voilà, j'allais le faire. Et je l'ai lu quand même. Hein, bon, non mais qui c'est qui est payé pour ça? Alors, format traditionnel 21,5, 16,5, 4 grands chapitres, à peu près égaux d'ailleurs. Un glossaire, une matière, etc. C'est un peu habituel. Évidemment, de très nombreux renvois pour les explications techniques et scientifiques absolument nécessaires, hein, parce que sinon on est perdu. Hein. Une écriture fine, serrée, condensée, des phrases plutôt longues, une sémantique sans trop d'intérêt, pas mal, basique, pas d'erreur, en tout cas, pas de faute. Beaucoup d'idées, beaucoup d'idées. Mais voilà, une approche, disons, le premier chapitre, un peu longue, au vu de ce que nous laissait espérer le titre. Je suis un peu surpris, hein, en vérité, on va en parler. Hein. Non pas du contenu, hein, je dis bien, mais de la redondance du propos. Car en fait, le plan d'action, ce à quoi on s'attend en vérité, est plutôt une portion congrue du livre, parce que surtout le livre, d'une enquête sur la conscience et la culture, moi je m'attendais qu'on parle beaucoup de la prévention du suicide, alors qu'on parle beaucoup de la conscience. Vous allez nous expliquer tout ça pourquoi. Voilà, la conscience qui prend une place très importante, à mon avis, mais on est là pour en débattre. Mais ce beau voyage est quand même dans un domaine qui nous tient à cœur et dont nous ne maîtrisons pas les arcanes, en tout cas votre humble serviteur. En fait, et c'est dommage, vous ne nous donnez pas vraiment votre avis, Madame l'auteur, mais justement ce que vous allez faire dès maintenant, je vous écoute. D'emblée, dans l'avant-propos, vous posez un constat très incertain auquel il est difficile d'apporter une réponse. Mais on va essayer d'entrer de jeu en vous posant la première question qui est très très simple. À la page 14, vous nous dites « Parce que le suicide est une mort évitable ». Ça, là déjà, le constat est posé. Un suicide a lieu toutes les 40 secondes dans le monde et plus d'un suicide a lieu toutes les heures en France. Toutes les heures en France. Sur 25 tentatives non abouties. Ça, c'est un peu flippant. On a la même chose sur la page à côté. D'autre part, nous savons que la mort biologique est scientifiquement véritable. Comme ça, c'est pas un secret. Avec l'état de... Mais là, on parle de la mort physique et non pas de la conscience, évidemment. Alors quoi? La conscience, c'est quoi et survit-elle? Voilà la question maîtresse du livre. Eh bien, et là, elle est vaste. Oui, ben, le contenu du livre, en fait, est en train et explique ça, c'est-à-dire donne matière à réflexion sans donner de réponse que les scientifiques sont incapables de nous donner pour l'instant. Donc, je me verrais bien mal, moi, donner une définition exacte de ce qu'est la conscience. Mais bien sûr. Voilà. Et la mort est une mort évitable, oui, parce que si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas autant de financement public pour prévenir le suicide, justement. Et puis pour faire de la postvention et pour soigner les personnes qui ont fait déjà une première tentative et qui sont et pour qui c'est un facteur de risque de refaire une deuxième tentative très important. Donc oui, c'est une mort évitable, on le sait. Et donc merci pour la parenthèse et puis le passage de témoin, puisque vous parliez de financement public, et donc les droits d'auteur justement de ce livre seront destinés à quelque chose de très particulier, et ça c'est plutôt rare, et alors là de ce côté-là, chapeau, et là je vous félicite. Parlez-nous de ça. Eh ben, les droits d'auteur vont servir à l'association. L'association donc, qui a un rôle pédagogique, éducatif, donc par le biais d'une chaîne que l'on a créée, donc, où on poste des vidéos, des entretiens, des vidéos de nos conférences, et on organise, donc là on est à notre deuxième journée conférence, on organise des journées conférences une fois par an pendant la semaine de prévention du suicide en Sud-Gironde. Donc la première a été sur le thème générique du suicide, donc on a fait venir Xavier Pomereau, qui est une référence
un psychiatre référent au niveau de la santé mentale des adolescents et d'autres intervenants. Et cette année, là, le 10 février 2024, nous avons fait une journée complète sur les soins palliatifs, toujours dans le contexte du projet de loi que vous évoquiez tout à l'heure sur l'aide active à mourir, non pas pour dire aux gens ce qu'ils avaient à faire, hein, parce que là, on n'est pas... Supreniro ne dit pas aux gens ne vous suicidez pas, mais plutôt posez-vous la question de savoir si c'est pas un pari dangereux de le faire quand on veut arrêter de souffrir. Parce que l'idée, c'est qu'il y a des tas de sources et de ressources pour soulager la souffrance physique maintenant et la souffrance psychique. Donc, demandez de l'aide, renseignez-vous. Et les soins palliatifs, on sait qu'il y a un manque de lits en soins palliatifs, mais ce projet de loi sur l'aide active à mourir fait trembler un peu les professionnels de santé, et parce qu'il pourrait y avoir des dérives. Et peut-être que l'idée, ça serait, au lieu de légaliser ça, de donner comme un droit, ce qui obligerait les médecins à appuyer sur la seringue, ça pourrait être simplement de donner la liberté aux gens de le faire. Comme ils viennent de le faire pour l'avortement, qui est rentré dans la Constitution, c'est pas un droit, c'est une liberté qu'on donne aux femmes d'avorter. Et donc le droit, ça oblige les praticiens à faire l'acte, mais la liberté de le faire, ça n'oblige personne à le faire. Voilà. Oui, c'est le but de l'association et de vos livres, c'est de donner un éclairage ou un avis éclairé à la personne en lui disant ça peut être définitif, mais tu as d'autres solutions. Tu peux très bien éviter ce dernier recours à la mort, etc., etc. Et ça, de ce côté-là, j'estime que la prévention, que vous parliez tout à l'heure, qu'il faut la diriger sur les plus jeunes enfants. En fait, c'est comme bien des choses. Quand on veut arrêter, il vaut mieux arrêter très tôt que quand c'est trop tard, en gros. C'est ça. Oui, enfin, quand quelqu'un va mal, quand on lui donne la solution pour aller mieux, en règle générale, il est preneur. Hein. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. C'est l'instinct de survie, c'est quand même une force très très puissante qui nous anime. Et le passage à l'acte, c'est voilà. Oui, il faut distinguer celui qui est le passage à acte volontaire, réfléchi, etc. et le coup de cœur, là, le coup de foudre tout d'un coup, dire bon, j'en ai marre, paf, paf, j'appuie. Il y a ces deux choses-là, puisque Didier a été confronté justement à ça, puisqu'il y a eu plusieurs tentatives. On pourrait penser qu'une fois que tu as fait une tentative, la deuxième, tu sais ce que c'est. Tu dis non, je ne vais pas refaire ce truc. Eh bien si, pourtant. Et il y en a d'autres plein qui le font. Comment vous avez appréhendé ça, monsieur l'invité, là, Didier? Monsieur l'invité, c'est balèze. Il y a plusieurs choses. Il y a aussi alors ça c'est encore autre chose, mais des personnes qui lancent un signal d'alarme. C'est-à-dire qu'ils vont faire une tentative de suicide, qui est une tentative de suicide toujours, mais qui met pas vraiment la vie en danger de la personne. Pour dire... Je suis pas bien. Les fameux appels au secours, là, c'est ça? Oui, faites quelque chose, je suis pas bien. Après, il y a le geste suicidaire qui, lui, est carrément fait pour j'arrête tout, c'est fini. Moi, ma femme, elle avait fait une tentative qui était... elle a pris beaucoup de médicaments ce soir-là. Elle a été rattrapée de justesse. Une fois qu'elle a été soignée, si on peut dire. Elle a dit c'est fini, j'ai fait une belle connerie, jamais je recommencerai. Mais bon, après, elle souffrait de cette maladie bipolaire aussi. C'est un peu différent aussi de la personne qui seront, si on peut dire, sans coup de tête, mais on peut être amoureuse, je suis pas bien, bam, j'arrête. C'est là où je voulais savoir. Là, c'est la maladie. C'est la maladie. C'est qui fait que la personne, un jour, elle pète le feu, elle est super bien, et le lendemain, elle plonge complètement dans les abysses. Quoi. Et voilà. Et c'est ça qui est compliqué. D'accord. Et d'où le travail d'Isabelle et de l'association au niveau de la prévention. Ce que je disais, j'en reviens. Plus c'est pris jeune, ou plus c'est pris tôt, plus on a de chances, sinon de l'éviter. C'est pas forcément votre boulot d'ailleurs l'éviter, mais donner le choix aux gens, leur dire il y a d'autres solutions. Et ces solutions, on va vous aider à les trouver. Vous ferez après, celui qui veut se suicidera de toute manière. Mais en conscience, en tout cas. Et je pense que c'est possible. Est-ce que ça demande ça, personnellement, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'individu, une introspection, une réflexion sur soi-même, sur ses idées, sur ses envies, etc., etc. Oui. Alors déjà, il y a son vécu personnel. Moi, c'est pas pour rien non plus que je m'intéresse aux autres. Et on peut définir, par exemple, la péridance, c'est-à-dire que je suis père aidante sur pas mal de nombreux facteurs de risque. Et de ce fait, depuis de très nombreuses années, j'accompagne spontanément des personnes qui traversent des moments de vie difficiles.
Et voilà. Et donc effectivement, la personne n'a pas toujours conscience finalement qu'elle a peut-être envie de vivre autrement. Enfin, en tout cas, elle peut le manifester parce qu'il faut savoir que le suicide, c'est pas forcément vouloir mourir, c'est juste vouloir vouloir vivre autrement, différemment. Et donc, sur ces personnes-là, effectivement, il y a un accompagnement avec des ressources qui sont données. Et vous parliez tout à l'heure des passages à l'acte qui sont les raptus suicidaires, des passages à l'acte qui sont programmés. Mais il y a aussi toute cette posture, en fait, suicidaire qui, par exemple, toutes les personnes qui boivent, qui fument en excès, qui font du sport en excès, qui ont des comportements à risque, qui mettent leur vie en danger sciemment, ça passe pour simplement des addictions ou un comportement un peu... Alors que ça n'est pas, en fait. Derrière, il faut se poser la question et il y a forcément... pas forcément, mais voilà, il peut y avoir ça. Il y a même des tentatives de suicide par police interposée. Quelquefois, de provoquer un policier pour qu'il vous tire dessus, c'est un suicide. Ça peut être un suicide aussi. Parce qu'on parlait juste il y a quelques minutes de la conscience, puisque vous donniez une réponse quelque part, mais je voulais l'entendre, même si elle a été écrite. Il n'y a pas de consensus clair sur ce qu'est la conscience à l'heure où j'écris ces lignes. Et il me semble que notre humanité, n'en est qu'aux prémices de nouveaux paradigmes. Et un des escaliers à côté, je l'ai mis, la conscience, n'est-ce pas une invention de l'homme? Il n'y a pas si longtemps, les femmes nous disaient on disait que les femmes n'en avaient même pas. Il y a 300 ou 400 ans, la femme n'avait soi-disant pas de conscience. Oui. C'est pas si vieux, dans le fond. Oui, mais on disait la même chose. C'est surtout les hommes qui disaient ça, d'ailleurs, à l'époque, je veux dire. Mais ne serait-ce que le fait de le penser, c'est que la conscience, c'est quelque chose de très trouble, quoi. Dans l'esprit des gens ordinaires, c'est la pensée, c'est la volonté, on mélange un peu tout ça. Pour vous, là, si vous aviez juste quelques mots, comment vous définiriez la conscience? Même si là-dedans, il y en a plusieurs. Juste en quelques mots pour voir. Oui, moi je vais essayer en quelques mots, Eric. On peut parler de la conscience de soi, déjà, c'est-à-dire la capacité que l'on a à observer, à comprendre les expériences que l'on vit, à pouvoir les rapporter, à pouvoir les verbaliser. Ça, déjà, ça c'est une partie de la conscience. La conscience, on peut opposer la conscience à l'état de sommeil. Donc là, les neurosciences ont étudié ça par rapport à l'anesthésie. On est conscient quand on est éveillé, on est inconscient quand on dort. Après, la physique quantique, depuis le début du XXe siècle, nous rappelle qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne sait pas. La physique quantique a apporté dans nos connaissances ce que le microscope a apporté à nos connaissances des microscopes, des virus, etc. Des bactéries, etc. Donc, il y a beaucoup, nous n'avons peut-être pas encore les outils technologiques pour arriver à bien la déterminer, ce que c'est exactement cette conscience. Voilà. Alors, votre explication, elle vaut ce qu'elle vaut, elle est bien belle, mais moi je vais la résumer plus facilement, puisque c'est vous qui l'avez écrit. C'est encore plus facile. À la page 20, en plein milieu, vous nous dites, grâce à ces pratiques, je réalisais que peut-être nous jugeons paranormal ce que la science n'a pas encore expliqué. Oui. Donc, voilà, il suffisait de me dire ça. Là, de suite, Eric, vous sentez mon enthousiasme. C'est un petit peu ce que je suis ravie. C'est l'expérience, moi, que j'ai vécue avec Guylaine. Donc, qui est une expérience réelle pour moi. Il fallait en parler quand même. La définition de la réalité, on est d'accord, ce qui est réel pour moi n'est pas forcément réel pour quelqu'un d'autre. Et quand quelqu'un vit une expérience extraordinaire, pour que la science puisse reconnaître que c'est réel, ça doit être reproductible et observable. C'est le problème avec les expériences de mort éminentes, c'est qu'on ne peut pas les reproduire et on ne peut pas les observer. Non. Ce que j'ai vécu, moi, par rapport à Didier, par rapport à Guylaine, je l'ai vécu dans mes tripes et nul ne peut remettre en question le fait que les messages que je recevais de cette personne que je n'ai pas connue, je ne savais même pas que Didier avait été marié avec cette personne, que Didier me validait, mais des choses très intimes, jusqu'au petit nom qui se donnait, le parfum qu'elle portait, enfin des choses. Moi, j'étais la première, voilà. Et donc, cette réalité-là, on ne peut pas la remettre en question. Voilà. Et donc, c'est une base de réflexion que je propose, c'est que
tant qu'on n'est pas capable de donner une limite à ces expériences, une définition concrète, pragmatique, scientifique, qu'est-ce qui nous prouve qu'aujourd'hui, la mort du corps biologique, c'est-à-dire quand on atteint l'état de putréfaction, parce que c'est pour ça qu'on attend plusieurs jours avant, voilà. Mais qu'est-ce qui nous dit que tout s'arrête? Alors voilà, il y a des recherches là-dessus. Il y a le docteur Samparnia qui a fait des recherches là, EWARE, où justement ils ont étudié encore de façon scientifique les expériences de mort imminente, et il conclut en disant si on ne peut pas prouver la véracité de la survivance, je vais utiliser un mot que je n'aime pas trop parce que c'est connoté ésotérique, mais tout le monde va savoir ce que je veux dire. Si on ne peut pas le prouver, pour autant, on ne peut pas... Ne pas le prouver. On ne peut pas le renier. Oui, voilà. Voilà. Oui, après tout, pourquoi pas. Dans un autre domaine, alors, je ne sais pas résumer un livre de domaine. Dans un autre domaine, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je crois que c'est l'article 4 ou l'article 5, quelque chose comme ça, qui dit on ne peut pas obliger, si ce n'est pas noté dans la Constitution, on ne peut pas obliger quelqu'un à le faire. Les termes ne sont pas équivalents. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on ne peut pas le prouver que c'est vrai. Mais c'est pas parce qu'on ne peut pas le prouver que c'est pas vrai non plus. En science, on dit que la charge de la preuve appartient à celui qui annonce quelque chose. Donc, là, il y a à boire à manger, on ne sait pas en fait, on ne sait pas. Mais ce qui est étonnant, c'est que des gens comme nous, là, qui sommes dans le studio, qui ne sont pas des spécialistes, etc., on pourrait se tromper ou avoir une idée préconçue. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il y a des grands techniciens, des grands savants, des ingénieurs qui n'en savent pas davantage d'ailleurs. À part que le corps va se délier, on va se faire manger par les petits microbes, mais le reste, ils ne savent rien au niveau de l'esprit, de la conscience, etc., etc. Et il y a, malgré toutes les études, si études il y a, parce que ça, c'était ma question qui allait venir après, je ne sais pas s'il existe des appareils pour mesurer. On sait très bien que quand le cœur s'arrête, c'est facile, pouf, terminé. Alors, est-ce qu'il y a des appareils, est-ce qu'il y a des recherches qui pourraient nous dire attendez, il y a peut-être quelque chose, ou alors il n'y a rien? Est-ce que ça existe, ça? Non, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas encore d'outils, de la technologie pour étudier ça. Et je vous rappelle que après l'invention de l'électrocardiogramme, on a pu réanimer des personnes. Oui. Voilà. Mais donc on a pu fixer là le moment de la mort cardiaque, la mort du cœur. Mais c'est pas la mort forcément cérébrale. Enfin, on peut maintenir un cerveau, voilà. Donc la science fait le lit finalement de ces recherches sur la conscience, mais on en est peut-être qu'au début, quoi. Oui. Ah, peut-être. Venons-en au vrai sujet du livre, pardon, à la page 25 par exemple, quand vous nous dites il est un fait que les outils scientifiques, puisque on en parlait il y a une seconde, sont performants et plus l'état de mort est repoussé. Que va nous révéler la science sur l'avenir, sur l'ultime moment où un corps peut être considéré biologiquement mort? Et là je me disais, c'est un concept, après tout, ça vaut un autre. La conscience ne serait-elle pas, ce que je disais précédemment, une invention de l'homme? Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas une invention? Est-ce qu'elle existe vraiment d'abord? On ne le saura peut-être jamais, en tout cas, pour l'instant, on ne le sait pas. On sait qu'elle peut exister, on sait qu'elle peut ne pas exister, en fait. C'est ce que vous cherchez à nous dire. Il n'y a pas il y a rien pour le matérialiser, la mesurer, en tout cas. Est-ce que ce ne serait pas plutôt une invention, puisqu'il n'y a pas si longtemps, on en parlait tout à l'heure, les femmes n'en avaient pas. On a quand même fait des progrès en 200 ou 300 ans. Est-ce qu'on est sûr que la conscience existe? Alors c'est une vaste question puisqu'on ne sait pas la définir, donc de quoi on parle. Pourtant on en parle beaucoup. J'ai envie de dire, dites-moi ce que vous appelez conscience et je vous dirai si elle existe. Moi je vous ai invité, renversez pas les rôles non plus. Voilà. Mais effectivement, voilà, on peut associer la conscience à cette intention de vie aussi parce que. Merci de faire le lien puisque je vais vous demander, en fait, pour vous, quel est le prix de la vie? Le prix? Oui. Ben oui, le prix de la vie.
Parce que si on a une conscience, c'est qu'on a envie de vivre. Oui, mais j'espère qu'on n'a pas la conscience de vouloir mourir quand même. On a la conscience de vivre d'abord. Oui, alors bon, là je vais partir sur quelque chose un peu philosophique. J'espère que je vais choquer. Oui, on s'en moque. Oui, complètement. Je ne veux pas choquer. Mais, non. Alors, non. Moi, ma vision en fait, elle est un petit peu globale et je toujours sur l'idée de cette intention de vie qui se perpétue, qui cherche sans cesse à se reproduire et à perdurer. Je me dis que de la naissance à la mort, chaque être humain participe donc à l'entretien de cette vie avec un grand V, et que chaque existence au final est juste une petite cellule de ce grand tout dont on ignore beaucoup de choses, mais simplement parce que on est la fourmi, elle ignore beaucoup de choses de la construction des immeubles, de l'écriture d'un livre. Ils ont leur propre intelligence, mais voilà, peut-être que on n'a pas la compréhension de la globalité. Donc le prix de la vie, pour moi, c'est difficile de répondre à ça, mais en tout cas, elle est j'ai pas envie de dire éternelle parce que là je veux pas faire de connotation non plus religieuse ni ésotérique, mais en tout cas on peut pas pour moi fixer un prix à la vie. Enfin pour moi, c'est une continuité, quoi. D'accord. Mais moi, c'est ce qui est ressorti dans toute l'étude de ce livre. Au bout d'un moment, j'ai dit, dans ma tête, évidemment, dans ma conscience, je me suis dit, la conscience, le suicide, etc. Mais pourquoi on ne parle jamais de la vie ? Dans ce livre, on ne parle pas de la vie. Et en réalité, j'avais un petit peu mal lu, quoi. Parce qu'en fait, on en parle tout le temps, justement, mais d'une autre manière. Oui, mais évidemment, vous l'avez écrit. Alors, vous le savez, moi, je ne suis pas censé le savoir. Pardon. Il fallait d'abord que je le devine. Et une fois que j'ai commencé à me dire, attends, là, t'es à côté, là, effectivement, la vie, on en parle tout le temps. Mais d'une autre manière. On ne parle pas forcément de la vie. On parle des tentatives de ceci, des tentatives. C'est pour ça que je vous parlais du prix de la vie. La vie, elle vaut quelque chose, qu'on le veuille ou non. Surtout, comme Didier nous l'a dit tout à l'heure, quand on a eu une mauvaise expérience, on fait une tentative, etc., et qu'on s'en est sorti, on se dit, mais ça vaut peut-être le coup de s'en être sorti. A posteriori, je ne sais pas si ce que je dis c'est vrai, c'est un concept. Là aussi, de façon philosophique, si on doit donner un prix, c'est par rapport peut-être aux expériences que l'on vit. Oui, pas un prix financier. Et puis par rapport aux émotions. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et on peut avoir coutume de dire que ma vie, elle est réussie, elle est belle si je suis heureux, et c'est pas le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est d'écouter des personnes qui sont en fin de vie, et quand on leur pose la question de savoir qu'est-ce qui a été le plus important pour eux et quelles sont finalement la chose qu'ils voudraient réaliser, ils ramènent vraiment à des choses qui sont très paisibles. Voilà, c'est-à-dire faire la paix avec... la sérénité, tout ça. Exactement, faire la paix avec soi, avec ses propres... Et ce qui ressort, c'est voilà ce que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas fait. Et si, voilà. Voilà ce que j'aurais voulu faire et que je n'ai pas fait. Très, d'accord, exactement. D'accord. Et nous arrivons enfin, je retire enfin, et nous en arrivons à la page 83 quand même. Autrement dit, le vrai début du livre, pour nous, lecteurs. Plus de la moitié consacrée à la conscience, qui était nécessaire, qui était importante et nécessaire. Mais il fallait me passer par là. Dans ce chapitre, à peu près des témoignages, des fameux témoignages, mon étonnement est très très grand. À la page 95, vous nous dites le suicide est un fléau mondial. Bon, ça, je pense qu'on l'avait deviné. Il y a un problème de santé publique reconnu en France depuis les années 90. Alors, vous savez que nous sommes en 2024 quand même, c'est-à-dire que c'est pas vieux, quoi. Et mon étonnement, c'est depuis les années 90, il y a à peine 30 ans que le suicide est reconnu, mais avant. Moi, quand je suis né, dans les années 50, 60, etc., le suicide, on savait ce que c'était. Il n'était donc pas reconnu. Pour moi, c'est très nébuleux, là, je ne comprends rien. Ah oui, alors de façon politique, avec un investissement d'argent public. Mais le public, c'est un tabou. Le suicide, c'est un tabou, et c'était pas forcément, il n'y avait pas forcément d'organismes, de structures pour accompagner les personnes dans leur... D'accord. Parce que j'étais étonné que ce soit si récent, en fait. Il y a à peine 30 ans sur notre histoire, ça me paraît tellement... C'était ubuesque, ce truc. Mais déjà, la santé mentale, Eric, c'est encore quelque chose qui n'est pas considéré, forcément, dans les entreprises, ça, c'est sûr. Au niveau des étudiants, etc. Ça fait, on commence juste à en parler avec cette période de Covid, ça a mis l'accent dessus. Mais quand on croise quelqu'un dans la rue et que la personne ne va pas bien,
quotidien, c'est très rare d'avoir la compétence, la capacité de lui dire mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? On a plutôt, si la personne déjà là, on est éduqué pour répondre oui ça va, tout va bien, même si ça va pas, parce que si on dit la personne vous demande comment tu vas et qu'on répond ben non ça va pas, mais ça je l'ai noté effectivement à lire, ça m'avait un peu choqué, alors qu'on a le réflexe de dire comment ça va, parce que voilà on s'attend à ce que les gars nous disent bien quoi, parce que dès qu'ils nous disent pas bien on est mal à l'aise. Oui. Et là, on ne sait pas comment appréhender cette réponse qui est nécessaire, puisque c'est la réalité, parfois. Mais d'où l'intérêt d'éduquer les enfants dès l'enfance à être capable d'entendre ça. Pas forcément pour prendre la personne en charge, hein, parce que, mais au moins pour lui dire, là, la réponse que tu me donnes me laisse penser que tu pourrais avoir des idées ou tu pourrais être mal. Donc voilà ce qui est possible de faire. Mais au moins, en tout cas, je t'entends dans ta douleur. Et déjà, ça, c'est très important. Elle est bonne, hein, l'auteur. Hein, elle est forte. Hein. Alors, dites-moi, qu'à page 97, vous nous dites, alors là, on s'est déjà posé la question, hein, vous nous dites, tout à fait à nous, ainsi, faire le choix de vivre repose chaque jour sur la certitude que nos espoirs, c'est-à-dire un peu la conscience aussi, de vaincre la souffrance physique et ou psychique sont possibles. C'est très important ces deux lignes-là quand même, hein, parce qu'on parle de peut-être, on parle d'espoir, de demain, d'avenir, et on parle plus du passé, du trouble qu'on a. Moi, j'ai trouvé que c'était très très important. J'imagine que la réponse doit être plus complexe de dire oui ou non que ça. Vous semblez vous opposer, enfin, vous y croyez à ça j'y crois d'autant plus que c'est aussi dans notre culture, quand quelqu'un fait preuve de faiblesse ou de dépression, bien souvent on dit que c'est de sa faute, il a qu'à se bouger, il a qu'à faire des efforts, il a qu'à faire... On est un peu sourd de ce côté-là. On a tous entendu ça. Et effectivement, quand je dis vaincre la souffrance physique ou psychique sont possibles, c'est ce qu'on est éduqué comme ça. On est éduqué comme ça. Mais non, c'est pas toujours le cas. Pas toujours le cas. Parce que c'est vrai que... Ces deux lignes-là m'ont fait un petit électrochoc. Je me dis, s'il n'y a pas de souffrance, ou peu de souffrance, il n'y aurait pas de suicide alors. Je parle de sens. Oui, justement. Et là, j'ai dit, là, tu t'es planté, Eric. Parce que c'est justement pas parce qu'il n'y a pas de souffrance qu'il y a de suicide. Rien à voir. Non. Mais oui, mais on est déjà à la page 97. Il a fallu que j'arrive là pour le comprendre. Vous dites non parce que vous l'écrivez, mais pour moi, pour les gens comme nous, c'est pas si simple à appréhender. C'est un sujet un peu complexe, un peu nébuleux. On n'est pas forcément des savants, nous non plus. Et c'est pour ça qu'on vous invite d'ailleurs. Et que vous êtes mal payé pour venir. Pour avoir des réponses. Dites-moi, quant aux données, elles sont vraiment édifiantes. Alors là, à la page 112, vous nous donnez vraiment un bel exemple de données, si j'arrive à attraper ma feuille. Ah voilà, la page 112, on dit nombre de décès par tentative, etc. etc. Essayez de nous lire les 4 premières lignes tout à fait en haut de la page 112. Alors, tout à fait en haut de la page 112. Alors, données moyennes mondiales de l'ONS et de l'INSERM, donc en 2020, nombre de décès par tentative aboutis par an. Donc là, on est dans le monde, 815 000. Donc là, comme ça, on va avoir du mal à visualiser ce que ça représente. Nombre de décès par tentative aboutis par jour. Oui, donc, ça nous parle davantage quand même. 2232. Nombre de décès par tentative aboutis par heure. 93. Ça veut dire, Eric, que depuis 1 heure que nous sommes ensemble... Ah oui, de suite, ça fait pas plaisir. Ah non, ça fait plus pareil, non ? Ouais, c'est sûr. Et donc, la moyenne mondiale du taux de suicide chez les moins de 14 ans, c'est donc presque 1 sur 100 000. Voilà. C'est un truc de fou, quand même. Hein. Là, ce sont des chiffres... C'est vrai que les 2 premiers pourraient nous dire, on est 4 ou 5 milliards dans le monde. Dès qu'on descend un peu, on se rapproche de nous, ça nous touche davantage. Alors, en France, c'est 3 par heure tentative. 25 par heure, c'est une toutes les 3 secondes. C'est extraordinaire. Une tentative toutes les 3 secondes. Juste après, vous nous dites, l'Europe est le continent le plus touché par le suicide. Oui, alors bon, ça ce sont des statistiques, des données, bien sûr. Mais bon, le recueil des morts par suicide, c'est quelque chose de très... c'est peut-être pas très scientifique, en tout cas, tout le monde... C'est factuel toujours, puisque quand même, il s'est recensé. Est-ce que ce sont vraiment des suicides ? Tous les pays, voilà, c'est ça. Tous les pays ne recueillent pas les données de la même façon. Et encore une fois, en France, on dit qu'on est à 10 000 suicides par an, mais beaucoup de morts ne sont pas caractérisées comme des suicides. Oui. Voilà. Ah oui, il
accident de train, chute mortelle, oui, ça, on peut pas, accident de voiture, voilà, il n'y a pas marqué suicide. Ouais. Un point clé à retenir qui m'a beaucoup étonné, à la page 138 que je vais attraper tout de suite, merci, tournons la page, puisqu'on a un beau livre, on va en profiter. Les points clés retenus, le suicide fait plus de victimes que les guerres ou les catastrophes naturelles. Oui. Ça, c'est une réalité. Oui, ça c'est les chiffres. Hein. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Enfin, un paradoxe qui nous a perturbés. La page 143, et là ça m'a vraiment parlé. On nous dit, dans ce cas, peut-on dire que les individus ont une conscience? Alors, rien ne le prouve. Cependant, il est admis que celle-ci aurait une relation avec le degré d'expression. Bref, quand on lit le chapitre, je me suis dit, ça m'a vraiment perturbé. Un, rien ne le prouve. Hein. Non. Deux, on ne serait pas qu'un amas de cellules, apparemment, puisqu'il y aurait une espèce de conscience. Clic, si on fait la parenthèse, les deux nous disent, alors, Madame l'écrivain, nous, Didier, moi, Thibault, qui sommes-nous au juste, ou que sommes-nous au juste? Un amas de cellules, un amas de conscience, on est des globules, on est quoi? On est une entité, d'après vous, on est quoi? Vous êtes joli, intelligent, tant mieux, mais nous sommes quoi? Je l'ignore, cher Eric, je l'ignore. Je n'ai aucune définition à poser, et sûrement pas. Moi, je suis une observatrice. Et donc, voilà. C'est raide, là, parce que pour savoir. Hein. Je fais mon enquête, mais c'est justement c'est cette question-là que j'aimerais qu'on puisse inviter les enfants à se poser pour justement leur permettre d'aller chercher les réponses. Je pense qu'un jour, très prochain, j'espère pour vous, pour nous-mêmes, un quelconque prix Nobel, etc., trouvera une belle définition, une vraie définition à conscience, avec une machine, un outil pour la mesurer, etc. Je crois que votre boulot, il en sera ultra simplifié. Quand même. Et alors, vous allez faire des progrès dans ce sens-là, extraordinaire. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, il n'y a toujours rien, on ne le sait pas. C'est tout le challenge, en fait. C'est cornélien, cette histoire. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Quoi. Ben oui. Très bien. Écoutez, on arrive au bout du bout. Je rappelle quand même que, je veux y revenir, même si ça a très peu rapport avec le livre, en tout cas, ça a rapport avec la conscience, et puisque les bénéfices du livre seront reversés à... Ça, c'est un beau geste. Hein. Franchement, c'est un super beau geste. Vous devez être très riche. Et donc, c'est pas si mal. Didier, pour conclure cette émission, un petit mot pour nos auditeurs. Oui, alors moi, pour conclure, je voulais quand même dire quelque chose pour rebondir à ce qui a été dit, c'est-à-dire que ma femme, quand elle était en vie, bien sûr, elle a eu une vie très, très dure depuis l'enfance, elle a toujours voulu écrire un livre. Elle m'a dit, je voudrais écrire un livre. Et le livre, il s'est fait 2 ans, 3 ans, enfin quelques années après sa mort. Avec Isabelle. Donc, quand j'ai parlé de survie de conscience, pour moi, j'avais la réponse. Bravo Isabelle, beau travail. Madame l'écrivaine, on a parlé pendant longtemps, pas assez d'ailleurs, mais bon, hein, le temps est incompressible. Très heureux d'abord de vous avoir reçu à double titre. Donc, je ne parlerai pas, c'est personnel, voilà, parce que je vous aime bien tout simplement, il y a très très longtemps. Mais un très beau livre qui nous a, j'espère, éclairé, c'est un peu sur la conscience, sur tous les arguments que vous avez pu nous donner. Pour nos auditeurs, en quelques mots, là, donnez-nous un peu d'espoir. Dites-nous le mot de la fin, s'il vous plaît. Déjà, je ne l'appellerai pas le mot de la fin, du coup. Voilà, je l'appellerai le mot de la suite. Et j'ai pas de mots là comme ça, Eric. T'aurais pu me la passer cette question avant que je puisse y réfléchir pour faire quelque chose de pertinent. Non, c'est le mot de la suite. Enfin, on fait tous partie de quelque chose qui ne cherche qu'à se pérenniser. Et la vie, par définition, n'a pas prévu que l'on sorte du jeu soi-même. Pour moi, le suicide, c'est la seule mort qui ne soit pas naturelle. D'accord. Donc, la vie n'a pas prévu que l'on sorte du jeu. Ce sera le mot de la fin. Oui. Belle fin, moi, je trouve. Ouais, très belle fin.
Hélas, c'est l'heure de nous quitter. Déjà, c'est trop tôt, hein, à regret, évidemment. Hein. Mais nous espérons que Isabelle, vous donc, madame l'auteur, et votre livre Vivre aura répondu à toutes nos interrogations. Au moins, j'espère que tout le monde aura fait des découvertes, comme j'en ai fait, et beaucoup. Et je crois que si je le relis, je vais encore en trouver d'autres. Merci à votre invité, Didier, qui nous vient de loin, hein, du Pays Basque, là-bas. Hein. Il faut vraiment vouloir venir à REM, comme quoi la réputation s'étend. Un excellent livre aux éditions JMG Éditions pour 17 €. Dommage, c'était trop court, mais malheureusement, on ne peut pas faire. On a nos collègues qui vont prendre la suite. Merci à Thibaut pour l'excellent boulot que tu as fait, et à nos éditeurs pour la confiance qui nous témoignent. Merci à vous deux d'être venus. Et le mois prochain, on invitera un de vos collègues ou une de vos collègues, même lieu et même heure. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre invitation à tous. Merci, au revoir.